Vers la guerre totale ou la paix négociée, une intensité diplomatique jamais vue. Je commence à ne plus me faire tout jeune et avec mes quelques années au compteur, j'ai la prétention non pas d'avoir tout connu ou tout vu, loin de là, mais d'avoir un tout petit peu désormais de recul historique. J'ai vu Tchernobyl exploser quand j'étais enfant. J'écoutais, caché derrière le canapé, des émissions terrifiantes qui simulaient des attaques soviétiques sur la France avec des blindés du pacte de Varsovie qui seraient à Brest en 48 heures. J'ai vu Gorbatchev arriver au pouvoir, j'ai vu la glasnost et la perestroïka, j'ai vu tomber le mur de Berlin, j'ai vu des coups d'État partout dans le monde et bien des coups fourrés. J'ai vu le Foch et le Clémenceau, nos porte-avions d'autrefois, déployés ici et ailleurs. J'ai vu le monde s'ouvrir, la mondialisation et l'immigration. J'ai vu le 11 septembre et les tours tomber et la liberté américaine s'effondrer et s'éteindre. J'ai vu la Chine, au même moment, s'éveiller. J'ai vu tout cela et tant d'autres choses encore. Dans tout ce que j'ai vu aussi Yitzhak Rabin, assassiné par balle, emportant un processus de paix si fragile. J'ai vu Yasser Arafat, assassiné, empoisonné, sa mort enterrant tout espoir de paix, ou presque. J'ai vu des guerres et des massacres, et toujours le Proche-Orient, toujours. Mais je n'ai jamais vu une telle intensité diplomatique, jamais, retenez ceci, souvenez-vous aussi. Jamais l'intensité diplomatique n'a été aussi forte et je vais y revenir. Parce que cette intensité matérialise le niveau de gravité jamais atteint dans notre histoire depuis la Seconde Guerre mondiale. Rien de moins. Mais avant, pour comprendre ce sujet, eh bien cela nécessite beaucoup de connaissances et autant de pondération et de tempérance. Les Gazaouis, en fait, ne voulaient pas plus de la guerre que du Hamas. Selon le dernier sondage que l'on a à disposition, qui est un sondage du Washington Institute, réalisé quelques mois avant la guerre, puisqu'il a été réalisé en juillet 2023, c'était il n'y a que quelques semaines, je vous mettrai la source en bas dans les commentaires. La décision du Hamas de rompre le cessez-le-feu n'a pas été une décision populaire. Alors que la majorité des Gazaouis, 65%, pensent qu'il est probable qu'il y ait un vaste conflit militaire entre Israël et le Hamas à Gaza, cette année, un pourcentage similaire, 62%, soutient le maintien d'un cessez-le-feu entre le Hamas et Israël. Donc tout le monde à Gaza pensait qu'il y allait y avoir un vaste conflit cette année à 65%, c'est une majorité largement écrasante, et 62% n'en voulaient pas. De plus, la moitié, 50%, sont d'accord avec la proposition suivante: le Hamas devrait cesser d'appeler à la destruction d'Israël et accepter plutôt une solution permanente à deux États basés sur les frontières de 1967. Vous voyez, c'est nettement plus nuancé. La moitié des Gazaouis ne veulent non seulement pas de la guerre, mais veulent d'une solution à deux États. De plus, dans toute la région, le Hamas a perdu en popularité au fil du temps auprès de nombreux publics arabes. Cette baisse de popularité a peut-être été d'ailleurs l'un des facteurs motivant la décision du groupe, le Hamas, d'attaquer Israël frontalement et aussi violemment. En fait, la frustration des Gazaouis à l'égard de la gouvernance du Hamas est claire. La plupart des Gazaouis ont exprimé une préférence pour l'administration de l'autorité palestinienne et les responsables de la sécurité plutôt que pour le Hamas. La majorité des Gazaouis, 70%, ont soutenu une proposition selon laquelle l'autorité palestinienne enverrait des responsables et des agents de sécurité à Gaza pour y prendre la direction de l'administration, le Hamas renonçant à des unités armées distinctes, dont 47% sont tout à fait d'accord. Il ne s'agit pas non plus d'un point de vue nouveau. Cette proposition a bénéficié d'un soutien majoritaire à Gaza depuis le premier sondage réalisé par le Washington Institute dès 2014. Les Gazaouis sont donc loin, très loin de soutenir si massivement que ça, ou tous, le Hamas. Les choses, comme vous pouvez le voir, sont nettement plus nuancées et la population palestinienne souffre de la présence du Hamas, de sa violence quotidienne, aussi sur les populations civiles palestiniennes. Israël, en réalité, hésite à faire ce qu'ils veulent faire. Les Israéliens veulent punir les terroristes du Hamas, ce qui est aussi légitime que compréhensible quand on a vu les massacres perpétrés. Les Israéliens veulent punir les terroristes du Hamas, ce qui est aussi légitime que compréhensible quand on voit les massacres qui ont été perpétrés sur la terre d'Israël. Mais une fois que l'on a dit cela, d'un point de vue analytique, politique et militaire, rien n'a été dit en réalité. Quelles sont les options pour les Israéliens ?
La première, c'est la destruction totale du Hamas, sans intervention massive au sol, avec des incursions et des opérations commando, avec vraiment l'objectif de limiter au maximum les pertes civiles collatérales et de réussir à détruire et à démembrer la totalité de l'organisation du Hamas. La deuxième option, c'est la guerre totale à Gaza, au Hamas, et avec des effets collatéraux importants sur les Gazaouis. Une solution, et ça c'est la troisième, une solution avant tout politique avec du 1, c'est-à-dire la destruction totale du Hamas mais sans intervention massive au sol, avec l'installation de l'autorité palestinienne sur Gaza, une autorité palestinienne modérée et qui accepte évidemment la solution à 2 États et qui accepte de reconnaître le droit à l'existence d'Israël et du peuple israélien. La quatrième solution, c'est la solution du déplacement de la population de Gaza en totalité avec une réinstallation en Égypte ou en Jordanie, ou un peu des deux, peu importe, mais avec les attaques aussi mortelles, beaucoup pensent justement là-bas que les Gazaouis ont perdu le droit de vivre à proximité des Israéliens, d'où cette hypothèse et cette solution du déplacement total de la population de Gaza, et donc la réoccupation ou l'intégration complète de Gaza au territoire israélien, mais sans ses occupants et sans les Palestiniens. Cette hypothèse, la numéro 4, est à mon sens celle qui est privilégiée par l'administration Netanyahou, celle qu'ils voudraient réussir à mettre en place et celle sur laquelle leur allié américain hésite tant elle est potentiellement source d'embrasement du monde arabo-musulman au sens large. C'est d'ailleurs tout le sens de la ligne rouge tracée par le roi de Jordanie. Le roi Abdallah II de Jordanie a fixé ces lignes rouges, elles sont très claires. Pas de réfugiés palestiniens en Jordanie, pas de réfugiés palestiniens en Égypte. Ni la Jordanie ni l'Égypte ne veulent servir de réceptacle pour les Palestiniens dont certains dirigeants israéliens ne veulent plus. Voilà ce qu'a déclaré le roi Abdallah II, qui n'est quand même pas rien, le roi Abdallah. C'est une personnalité extrêmement respectée, et c'est quand même un sacré chef d'État dans une région aussi compliquée qui assure la stabilité d'un pays, la Jordanie, dans des conditions difficiles. Voilà ce qui se joue actuellement. Le déplacement de 2 millions de personnes et la suppression de la bande de Gaza. Il y a évidemment de quoi émouvoir le monde musulman au sens large, et la mise en œuvre de cette stratégie du déplacement ne peut pas se mettre en place sur un coup de tête. Chacun compte ses soutiens, chacun se prépare, chacun fourbit ses armes. C'est ce moment-là que nous vivons, un moment suspendu, un moment qui semble un moment de pause, mais qui n'en est pas un. Alors, vous avez tous les chefs d'État qui se rencontrent. Poutine a rencontré plusieurs de ses homologues d'Asie, du Vietnam au Laos, à la Chine où il vient d'arriver à Pékin rencontrer Xi Jinping. L'Iran rencontre aussi bien les dirigeants d'Asie centrale que de Biélorussie, à quelques centaines de kilomètres de Paris. Là aussi, les propos de Loukachenko, le président biélorusse, sont clairs, tenus lors d'une réunion avec le vice-président iranien Mohamed Kober. La crise du Moyen-Orient contribue au fait que des pays qui nous sont hostiles, les États-Unis ou l'Occident, dirigent constamment le fer de lance de ce conflit contre l'Iran. Notre réponse est une. Nous devons travailler davantage étroitement les uns avec les autres, coopérer ensemble pour contrer ces attaques. Vous voyez, on est dans un discours plutôt martial. Au Tadjikistan, c'est la même chose. Le ministre iranien de la Défense est arrivé dans la capitale du Tadjikistan pour parler également alliance militaire. Vous avez sans doute vu le chancelier allemand en Israël, mais aussi l'arrivée de Joe Biden, le président américain qui a toujours autant de mal à marcher, d'Anthony Blinken, le ministre des Affaires étrangères américain, le secrétaire d'État, qui tourne de capitale du Moyen-Orient en capitale du Proche-Orient. Tout le monde s'agite, tout le monde déploie aussi ses armes. La question au centre de toutes ces discussions, le déplacement de Gaza. Inacceptable pour les uns, indispensable pour les autres pour expier les horreurs des attaques sur des civils israéliens. Le monde est donc au bord de la guerre, au bord du gouffre. Si le sujet israélo-palestinien peut se résumer par cette formule si lapidaire et pourtant si juste, beaucoup trop d'histoire, bien trop peu de géographie, cette phrase prend une dimension encore plus cruelle et complexe quand on évoque Gaza. La bande de Gaza a si peu de géographie qu'il y est presque impossible d'organiser une zone démilitarisée suffisamment importante qui garantirait la sécurité d'Israël en laissant un espace géographique à minima aux Palestiniens. Alors que faire ? Détruire le Hamas, bien évidemment, remettre le Fatah et l'autorité palestinienne au pouvoir à Gaza, ce que les Gazaouis ne verraient pas d'un mauvais œil, et d'après les enquêtes d'opinion, ce serait largement faisable. Bref, aller vers une solution aussi bien politique que militaire.
Désarmer Gaza, bien évidemment, et organiser la prise en charge par l'ONU, assurer le développement économique de cette zone pour en faire une ville riche. Pour cela, pour une solution de ce type, il faut que l'ensemble des parties fassent preuve d'une grande pondération, d'une immense sagesse. Ici, la force étant d'être sage et non pas d'être uniquement armé. D'une grande conscience de l'histoire, que tous pèsent et soupèsent les risques. Nous sommes dans cette phase. Tous pèsent et soupèsent. Il ne reste qu'une seule question en suspens. La pièce a été lancée. De quel côté va-t-elle retomber? La phase de la guerre? La face de la paix? Si c'est la guerre, alors elle sera totale, elle sera mondiale, et elle nous touchera tous. Tous, où que nous soyons, et nous ici aussi, en France. Le monde s'embrasera. Espérons que la sagesse l'emportera sur nos pulsions destructrices collectives. Espérons le meilleur, mais n'oubliez pas de vous organiser au cas où, pour le pire. Il est déjà trop tard, mais tout n'est pas perdu, préparez-vous les amis.